Bien avant l'anniversaire de ma belle-fille, j'avais déjà retiré la totalité de mes économies et fait opposition sur toutes les cartes. Mon fils me racontait avec enthousiasme qu'il allait offrir un appartement somptueux à son épouse, mais ce qui s'est produit le lendemain a bouleversé tout le monde, car pendant que François préparait cette surprise colossale avec mon argent, j'avais déjà vidé chaque compte en banque. 100 000 euros se sont évaporés dans le silence, 35 années de labeur transformées en néant pour lui. Et lorsque cet anniversaire est arrivé, lorsqu'il a tendu les documents de l'appartement devant tous les convives, lorsque Delphine a versé des larmes de bonheur en le serrant dans ses bras, aucun des deux ne se doutait que dès le lendemain, leur existence allait s'effondrer. Mais je prends de l'avance. Permettez-moi de vous raconter comment une mère dévouée s'est métamorphosée en une femme qui n'avait plus peur de décevoir son propre enfant. Tout a débuté 3 semaines plus tôt, un mardi ordinaire. J'étais arrivée tôt à l'appartement de François car je possédais un double des clés et il m'arrivait de faire le ménage pendant qu'il travaillait. Mais ce jour-là, sa voix me parvint depuis le salon. Il était au téléphone, conversait avec quelqu'un et son ton débordait d'excitation. « Mon pote, j'ai tout organisé. Pour l'anniversaire de Delphine, je vais lui faire la surprise de sa vie. Un appartement. Oui, tu as bien compris. Un appartement dans le nouveau quartier résidentiel près de la Défense, là où ils construisent ses tours avec salle de sport et piscine à chaque étage. » Je suis restée pétrifiée derrière la porte entr'ouverte. Ma main tenait encore les clés. Mon souffle s'est arrêté. François a poursuivi sa conversation. J'ai perçu un rire. Puis il a prononcé des mots qui ont tout changé. « Comment ça? D'où je vais sortir l'argent? Ma mère a des économies, genre 100 000 euros qu'elle n'utilise même pas. Ça dort là-bas à la banque, pendant qu'elle vit dans sa vieille maison de banlieue. Il est temps que cet argent serve à quelque chose qui compte vraiment. Elle ne dira pas non, elle ne refuse jamais rien. Et puis, quand on aura des enfants, elle voudra que ses petits-enfants vivent bien, non? Donc en fait, je fais ça pour toute la famille. » Ce rire assuré. Je ne suis pas entrée. J'ai fait demi-tour et quitté l'immeuble comme une voleuse fuyant son propre délit. J'ai rejoint ma voiture, fermé la portière et suis restée assise là pendant presque 1 heure. Je n'ai pas pleuré. J'aurais voulu pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Il n'y avait qu'une froideur étrange qui s'installait dans ma poitrine, une lucidité brutale. François n'avait pas demandé la permission, il n'avait même pas envisagé de me consulter. Il avait simplement présumé que ma vie entière, mes décennies de sacrifices, existaient pour financer ses caprices. Cet après-midi même, je me suis rendue à la banque. Le directeur, Philippe, me connaissait depuis des années. Il m'a regardé avec surprise quand j'ai annoncé vouloir clôturer tous mes comptes et retirer absolument tout. « Vous êtes certaine, Madame Véronique? Ce sont de nombreuses années d'épargne. Il s'est passé quelque chose ?» J'ai soutenu son regard sans ciller. « Oui, il s'est passé quelque chose, mais rien d'inquiétant. J'ai simplement besoin de placer mon argent ailleurs, dans un endroit plus sûr. J'ai signé chaque document d'une main ferme. J'ai reçu les justificatifs. J'ai transféré la totalité vers un nouveau compte, dans un établissement complètement différent. Un que François ne connaîtrait jamais. Ensuite, j'ai contacté les sociétés de cartes bancaires. J'ai résilié les 3 que François et Delphine utilisaient comme si elles leur appartenaient. Celles que j'avais confiées uniquement pour les urgences 2 ans auparavant et qui avaient fini par payer des restaurants huppés, des vêtements de créateurs, jusqu'à un voyage sur la Côte d'Azur qu'ils avaient exhibé sur les réseaux sociaux pendant que je dînais seule, en contemplant les murs de ma cuisine. Quand j'ai terminé toutes les démarches, la nuit était tombée. Je suis rentrée chez moi, me suis servi une tisane et ai envoyé un message à François. J'ai fait opposition sur les cartes pour des raisons de sécurité bancaire. Bisous, maman. Il a répondu en moins d'1 minute. D'accord, maman. Avec un emoji cœur. Rien de plus. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas demandé quand je les réactiverais. Il n'a absolument rien demandé car pour François, j'étais une ressource automatique, une machine qui produisait de l'argent sans jamais se plaindre. Je m'appelle Véronique. J'ai 60 ans. Je suis comptable indépendante depuis mes 23 ans. Je n'ai rien hérité. Je n'ai pas épousé un homme fortuné. Je n'ai gagné aucune loterie. Chaque euro que je possède porte mon empreinte, car je l'ai gagné de mes propres mains, en vérifiant des chiffres jusqu'à ce que mes yeux brûlent, en servant des clients impossibles qui m'appelaient les dimanches soirs à 22 heures,
en sacrifiant des vacances, des vêtements neufs, des sorties au restaurant, tout cela pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui m'appartenait entièrement. Il y a 8 ans, mon époux est décédé d'une crise cardiaque devant la télévision. Il est tombé du fauteuil et ne s'est jamais réveillé. Je suis devenue veuve à 52 ans, avec un crédit immobilier à rembourser et un fils de 25 ans qui changeait d'emploi tous les 4 mois. Je ne me suis pas effondrée, je n'ai pas vendu la maison, je n'ai emprunté à personne, j'ai travaillé 2 fois plus. J'ai accepté des missions que d'autres comptables refusaient parce qu'elles étaient trop complexes. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant 3 ans jusqu'à ce que cette maison soit entièrement payée. François a grandi sans manquer de rien, pas dans le luxe, mais sans privation non plus. Université privée, voiture d'occasion mais fonctionnelle, vêtements corrects en permanence, jamais il n'a manqué de nourriture ni de toit. Et ce fut mon erreur, car en lui donnant tout, je lui ai appris que les choses apparaissaient simplement. Il n'a jamais vu le prix. Il n'a jamais su combien de fois j'ai travaillé malade parce que je ne pouvais pas me permettre d'annuler un client. Il n'a jamais compris que chaque chose qu'il considérait comme acquise m'avait coûté une partie de moi-même. Quand il a rencontré Delphine il y a 3 ans, j'ai ressenti du soulagement. J'ai pensé qu'il aurait enfin quelqu'un avec qui partager les responsabilités. Elle semblait être une fille bien, jolie, éduquée, toujours aimable quand elle venait me rendre visite. Elle travaillait dans une boutique de mode. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais au moins elle contribuait. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple que j'ai fini par financer presque entièrement. François m'a promis de me rembourser chaque centime. C'est juste un prêt, maman. Dans 6 mois, je te rends tout. 3 années se sont écoulées. Je n'ai jamais revu un seul euro. Chaque fois que j'abordais le sujet, il changeait de conversation ou disait « Oui, maman, bientôt ». Les demandes ont commencé modestement. « Maman, prête-nous ta carte pour les courses. La nôtre a un problème technique. Je prêtais la carte parce que c'était mon fils, parce que les mères aident. Ensuite, c'était « On doit réparer la voiture en urgence, tu peux nous dépanner ?» Et j'aidais à chaque fois sans protester, car j'avais la terreur que si je refusais, François s'éloignerait et il était tout ce qui me restait. Mes parents étaient décédés. Je n'avais pas de frères et sœurs. Mon mari reposait sous terre. François était ma seule famille. Mais les petits services se sont transformés en abus déguisés. Les courses au supermarché étaient désormais des dîners dans des restaurants où le plat le moins cher coûtait 60 €. Les réparations de voitures sont devenues des pneus de marque premium et des accessoires superflus. Delphine publiait des photos avec des robes à 300 € pendant que je portais les mêmes vêtements depuis 6 ans. Et je regardais ces publications en sentant quelque chose d'obscur grandir en moi, mais je me forçais à le taire. Ils sont jeunes, ils méritent de profiter. Moi, j'ai déjà vécu ma vie. Jusqu'à ce mardi, jusqu'à cette conversation téléphonique, jusqu'à entendre mon fils planifier d'offrir un appartement à son épouse avec l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front pendant 35 ans, sans me consulter, sans me considérer, présumant simplement que j'étais si faible, si avide de son affection, que je donnerais tout sans broncher. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma table de cuisine avec un carnet et un stylo. J'ai noté chaque étape que j'allais suivre, chaque mouvement calculé. Il n'y aurait pas de pleurs, pas de supplications, pas de scènes dramatiques, seulement des conséquences froides et définitives. Les jours suivants, j'ai agi avec une normalité parfaite. J'ai appelé François comme d'habitude. Je lui ai demandé comment il allait. J'ai écouté ses réponses vagues concernant le travail. J'ai demandé des nouvelles de Delphine. Bien, maman. Elle est excitée parce que son anniversaire approche. J'ai souri de l'autre côté du téléphone. C'est adorable, mon fils. Tu lui prépares sûrement quelque chose de spécial. Il a ri. Tu parles. Quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Et j'ai acquiescé, sachant exactement ce qui allait arriver, sachant qu'il avait raison. Elle n'oublierait jamais, mais pas pour les raisons qu'il imaginait. J'ai poursuivi ma vie normale, servi mes clients, vérifié des bilans, préparé des déclarations fiscales. En apparence, tout était identique. Véronique, la comptable responsable, Véronique la mère aimante, Véronique la femme toujours disponible. Mais intérieurement, quelque chose avait changé pour toujours. Je ne ressentais plus de culpabilité. Je ne ressentais plus ce poids sur la poitrine quand je pensais à refuser quelque chose à François. Je ressentais de la clarté. Je ressentais du contrôle.
Pour la première fois depuis des années, je sentais que ma vie m'appartenait. Une semaine après le retrait de l'argent, François m'a invité à déjeuner. Nous sommes allés dans un restaurant de cuisine italienne qu'il appréciait. Il a commandé des pâtes aux fruits de mer et du vin. J'ai pris une salade simple. Nous avons parlé de choses sans importance. La météo, l'actualité, son travail dans l'entreprise de logistique où il était depuis 2 ans, l'emploi le plus long qu'il avait conservé. À un moment donné, il a sorti son téléphone et m'a montré des photos. « Regarde, maman, ce sont les nouveaux appartements qu'ils construisent près du centre. Ils ne sont pas incroyables? Avec salle de sport, piscine, salle de réception. » J'ai regardé les photos avec attention. J'ai hoché la tête. Ils ont l'air très beaux, mon fils, très modernes. Il a souri de ce sourire que je connaissais depuis qu'il était petit. Un jour, Delphine et moi vivrons dans un endroit comme ça. Je te le garantis. J'ai bu une gorgée d'eau. Je suis sûre que oui, François. Quand vous travaillerez dur et que vous économiserez, vous pourrez y arriver. Il y a eu un bref silence. Il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'étrange. Puis, il a haussé les épaules. Oui, bien sûr, le travail acharné et tout ça. Il a changé de sujet rapidement. Il a continué à parler des préparatifs pour l'anniversaire de Delphine. Un dîner familial. Rien de grandiose. Intime. Il faut que tu viennes, maman. Ce ne serait pas pareil sans toi. J'ai accepté avec un sourire. Bien sûr que je serai là. Pendant qu'il parlait, j'observais ses gestes, la manière dont il considérait tout comme acquis, la façon dont il présumait que le monde s'adapterait à ses désirs. Et je me suis demandé à quel moment j'avais élevé un fils pareil, à quel moment mes sacrifices s'étaient transformés en attentes, à quel moment j'avais cessé d'être une mère pour devenir un distributeur automatique de billets. Ce soir-là, j'ai appelé mon amie Estelle. Elle était la seule personne au monde à savoir quelque chose de ce qui se passait. Nous nous connaissions depuis 20 ans. Nous avions travaillé ensemble dans un cabinet comptable avant que nous ne nous mettions toutes les deux à notre compte. Estelle était directe, sans filtre, et j'appréciais cela. Je lui ai tout raconté, la conversation que j'avais surprise, le retrait de l'argent, les projets de François. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a parlé. « Véronique, tu es absolument certaine de ce que tu fais? C'est ton fils. » J'ai respiré profondément. Je le sais. Et c'est précisément parce que c'est mon fils que je dois faire cela. Si je ne le fais pas maintenant, je vais passer le reste de ma vie à être sa source inépuisable de ressources. Et quand je ne serai plus là, il ne saura pas comment se soutenir tout seul. Estelle a soupiré. Tu as raison, mais ça va faire mal, à lui et à toi. J'ai acquiescé, même si elle ne pouvait pas me voir. Ça me fait déjà mal, Estelle. Ça me fait mal depuis des années. Seulement maintenant, j'ai décidé que la douleur en vaille la peine. Il y a eu une autre pause. Puis elle a dit quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de ce qui a suivi. L'amour, ce n'est pas tout donner. Parfois, l'amour c'est refuser. Parfois, l'amour c'est les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se relever. Nous avons raccroché peu après. Je suis restée assise dans mon salon à contempler les murs vides de ma maison. Cette maison que j'avais payée seule, cette maison qui était à moi. Les jours ont passé lentement, mais régulièrement. François ne soupçonnait toujours rien. Il utilisait désormais sa propre carte pour ses dépenses. Il avait cessé de me demander de l'argent parce qu'il présumait qu'il aurait bientôt accès direct à toutes mes économies. Delphine publiait des photos préparant son anniversaire, robe neuve, chaussures élégantes, tout en ton nacré et doré, commentaires d'amis lui disant « C'est bientôt ton grand jour » avec des émojis champagne. Et je mettais des likes à chaque publication. Je commentais des choses gentilles. « Tu es magnifique. Quelle excitation. » Personne ne percevait l'ironie. Un après-midi, 2 semaines avant l'anniversaire, Delphine m'a appelée. Elle voulait que nous allions ensemble choisir sa robe pour la fête. J'ai accepté. Nous sommes allés dans un grand centre commercial. Elle a essayé des robes coûteuses dans des boutiques où je n'achèterais jamais rien pour moi-même. Elle se regardait dans le miroir et tournait en demandant mon avis. « Cette couleur nude me va bien, Véronique, ou tu préfères l'argenté ?» Je souriais et donnais mon opinion honnête. « Le nude te va à merveille. Il met en valeur ton teint. » Elle souriait, radieuse. Elle a choisi une robe à 500 € qu'elle a payée avec une carte que François lui avait donnée.
Pendant que nous attendions à la caisse, elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang d'une manière presque comique. François dit que cet anniversaire sera inoubliable, qu'il me prépare une énorme surprise. Je crois qu'on va enfin pouvoir déménager dans un meilleur endroit. Tu nous répètes depuis des années qu'on devrait investir dans l'immobilier, pas vrai? J'ai acquiescé lentement. Oui, l'immobilier c'est important, mais il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez payer et entretenir, pas quelque chose qui vous étouffe. Delphine a ri. Ne t'inquiète pas. François a tout sous contrôle, il a toujours tout sous contrôle. Nous sommes sortis du magasin avec la robe emballée dans du papier délicat. Elle m'a serré dans ses bras avant que nous nous séparions. Merci d'être venue avec moi. Tu es la meilleure belle-mère du monde. Je lui ai rendu son étreinte en ressentant un mélange étrange d'affection et de pitié. Delphine n'était pas une mauvaise personne, elle était simplement naïve. Elle faisait aveuglément confiance à un homme qui n'avait jamais eu à assumer quoi que ce soit par lui-même. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et vérifié mes nouveaux comptes bancaires. L'argent était là, en sécurité, intouchable. J'en avais placé une partie dans un fonds de retraite, une autre partie en obligations stables. Le reste était resté liquide pour les vraies urgences. Mes urgences, pas celles de François. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix financière. Je savais que cet argent serait là quand j'en aurais besoin, pour les frais médicaux futurs, pour me maintenir si un jour je ne pouvais plus travailler, pour vivre mes dernières années avec dignité sans dépendre de personne. J'ai fermé l'ordinateur et me suis préparé une tisane. Je me suis assise près de la fenêtre en regardant la rue déserte. J'ai pensé à mon mari, à ce qu'il aurait pensé de tout cela. Il aurait probablement été de mon côté. Il avait toujours été ferme avec François. Ne lui donne pas tout sur un plateau, me disait-il. Laisse-le faire des efforts. Mais quand il est mort, j'ai compensé son absence en donnant toujours plus à notre fils, croyant que cela comblerait le vide, croyant que cela atténuerait la perte de son père pour François. Je m'étais trompée. La seule chose que j'avais réussi à faire, c'était de l'élever dans l'attente que tout arrive sans effort. Il restait 10 jours avant l'anniversaire. François m'a appelé pour confirmer que je viendrais au dîner. On fait ça à la maison, maman. Quelque chose d'intime. Delphine, toi, moi et 2 couples d'amis proches. Rien d'exagéré. J'ai confirmé ma présence. J'apporte quelque chose. Il a refusé. Non, on a tout fait venir par un traiteur. Cuisine gastronomique. Delphine a choisi le menu, saumon, viande de choix, ce genre de choses. J'ai calculé mentalement combien cela coûterait. Facilement 1 000 €. De l'argent que François n'avait pas, de l'argent qu'il avait probablement versé en acompte, promettant de payer le reste après l'anniversaire. Après avoir obtenu mon argent, ça a l'air délicieux, mon fils. Il y a eu une pause. Puis il a ajouté quelque chose. Maman, merci. Je suis restée silencieuse. Pourquoi, François? Il a soupiré. Pour tout, pour être toujours là, pour être la meilleure des mères, pour nous soutenir en permanence. Je sais qu'on a parfois un peu abusé de ta générosité, mais ça va changer. Après-demain, les choses vont s'améliorer pour tout le monde, je te le promets. Ces mots auraient dû me toucher. Il y a 1 mois, ils m'auraient fait fondre le cœur, mais maintenant ils sonnaient creux. Des promesses construites sur des projets qui impliquaient de me voler sans me consulter. On se voit demain, mon fils. J'ai raccroché avant qu'il puisse continuer. Je me suis levée et j'ai parcouru ma maison. Chaque pièce conservait des souvenirs. Le salon où François avait appris à marcher, la cuisine où nous faisions des gâteaux quand il était petit, la chambre qui avait été la sienne et que j'utilisais maintenant pour ranger des dossiers de clients. Cette maison était mon histoire, mon effort, mon refuge, et personne ne me la prendrait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non par nervosité, non par peur, mais par anticipation. Demain serait le jour. Demain, François exécuterait son plan. Il remettrait les documents d'un appartement qu'il ne pourrait pas payer, ferait des promesses qu'il ne pourrait pas tenir, et je serais là à observer, tranquille, sachant exactement ce qui suivrait. Je me suis levée tôt le lundi, le jour de l'anniversaire de Delphine. J'ai pris mon petit déjeuner calmement, café et tartines. J'ai consulté mes emails, répondu à quelques questions de clients, travaillé jusqu'à midi comme n'importe quel autre jour. Puis je me suis douchée, habillée d'un ensemble simple mais élégant, gris perle,
Rien de voyant. Je me suis légèrement maquillée, je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me renvoyait mon regard n'était plus la même qu'il y a un mois. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de plus dur, de plus résolu. À 18 heures, j'ai pris ma voiture et me suis rendue à l'appartement de François. La circulation était dense. Je suis arrivée exactement à 19 heures. J'ai sonné. Delphine a ouvert la porte, rayonnante. Elle portait la robe nude que nous avions choisie ensemble. Elle était magnifique. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu es là. Je suis si contente de te voir. » Nous sommes entrés. L'appartement était décoré de ballons dorés, roses et blancs. Une longue table était dressée avec de la belle vaisselle, des verres en cristal, des bougies parfumées. Tout avait l'air coûteux. Tout criait l'argent qu'il n'avait pas. François est apparu de la cuisine. Il portait une chemise blanche et un pantalon sombre. Un sourire immense. « Maman, bienvenue. » Il m'a embrassé sur la joue. Il sentait une nouvelle eau de toilette coûteuse. Sûrement un autre achat récent. Les amis de Delphine étaient déjà là. 2 jeunes couples qui m'ont salué cordialement. Nous nous sommes tous assis. Le traiteur a commencé à servir. Entrée de fromage importé, puis des salades avec des ingrédients que je ne reconnaissais même pas. Ensuite, le plat principal, saumon en croûte d'herbe, viande de bœuf en sauce au vin, tout était exquis. Tout était ridiculement cher, pour des gens qui vivaient de salaire en salaire. Le dîner s'est déroulé entre rires et conversations superficielles. Les amis de Delphine parlèrent de leurs emplois, de leurs projets de voyage, de leurs petits drames quotidiens. Delphine brillait au centre de tout. De temps en temps, elle regardait François avec des yeux pleins d'adoration. Il lui rendait son regard avec ce sourire confiant que je connaissais si bien. Le sourire de quelqu'un qui croit avoir tout sous contrôle. Je mangeais en silence, participant juste ce qu'il fallait, répondant quand on me posait une question, souriant aux moments appropriés. En apparence, j'étais la belle-mère parfaite, intérieurement je comptais les minutes avant ce qui allait arriver. Après le plat principal, il y a eu une pause. François s'est levé et a doucement frappé son verre avec un couteau. Le tintement a attiré l'attention de tous. Bien, famille et amis, le moment que nous attendions tous est arrivé. Delphine s'est redressée sur sa chaise. Ses yeux se sont illuminés. Les amis se sont regardés avec complicité. François s'est dirigé vers un meuble du salon et a sorti une grande enveloppe couleur ivoire. Elle était fermée par un ruban doré. Elle avait l'air élégante, préparée avec soin. Il est revenu près de Delphine et s'est agenouillé à côté de sa chaise. Elle a porté ses mains à sa bouche. « François, qu'est-ce que c'est ?» Il a souri largement. « Mon amour, ces 3 années avec toi ont été les meilleures de ma vie. Tu m'as donné du bonheur, de la compagnie, un amour inconditionnel, et je veux te donner quelque chose qui reflète tout ce que tu représentes pour moi. » Il lui a tendu l'enveloppe. Delphine l'a prise avec des mains tremblantes, l'a ouverte lentement, en a sorti plusieurs papiers, les a dépliés, a commencé à lire. Ses yeux bougeaient rapidement de gauche à droite. Soudain, elle est restée paralysée. « François, c'est... » Il a hoché la tête avec émotion. « Oui, mon amour. C'est la réservation d'un appartement, un de ceux que je t'ai montré il y a quelques semaines. Celui qui a vue sur Paris, 2 chambres, 2 salles de bain, salle de sport, piscine, salle de réception, tout ce dont nous rêvions. » Delphine a poussé un cri. Elle s'est levée de sa chaise si vite qu'elle a failli la renverser. Elle a serré François dans ses bras en pleurant. « Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. »« C'est vraiment à nous ?» François l'a serré en retour. « C'est à nous, mon amour. » Enfin, presque. Demain, on va à la banque pour faire le virement de l'acompte. C'est 50 000 €. Et après, on signe le contrat définitif. Les amis ont crié d'excitation. Elles se sont levées pour embrasser Delphine. Les maris ont applaudi. Quelqu'un a débouché du champagne. Les coupes se sont remplies. Tout le monde a trinqué. À Delphine et François, à leur avenir, à leur nouveau foyer. J'ai levé ma coupe, trinqué avec tout le monde, bu une petite gorgée, observé la scène comme si je regardais une pièce de théâtre. Delphine ne lâchait pas les papiers. Elle les regardait encore et encore, comme si elle craignait qu'ils disparaissent. « François, mais comment? D'où tu as sorti l'argent ?» Il l'a regardée avec tendresse. « J'ai économisé, mon amour, et ma mère m'a aidé.
Elle a toujours voulu nous voir bien, elle nous a toujours soutenus. Tous les regards se sont tournés vers moi. Delphine s'est approchée de l'endroit où j'étais assise. Elle m'a serré fort dans ses bras. Véronique, merci, merci. Je ne sais pas quoi dire. Tu es un ange. La meilleure belle-mère du monde. Je lui ai rendu son étreinte machinalement. J'ai senti son corps trembler d'émotion contre le mien. J'ai caressé son dos. De rien, ma chérie. Ma voix était calme, normale. Personne n'a rien remarqué d'étrange. François s'est aussi approché. Il m'a embrassé le front. Merci, maman. Je te promets que ce n'est que le début. On va te rendre fière. J'ai acquiescé sans rien ajouter. Je me suis rassise pendant qu'il continuait à célébrer. Quelqu'un a mis de la musique. Delphine dansait avec ses amis, serrant les papiers contre sa poitrine. François servait du champagne. L'euphorie remplissait chaque recoin de l'appartement. J'ai regardé ma montre. Il était 22 heures. Dans moins de 12 heures, tout ce château de fantasmes s'effondrerait. Mais pas encore. Ils avaient encore cette nuit de bonheur factice, cette nuit de rêve qui ne se réaliserait jamais. Je suis restée 1 heure de plus. Puis j'ai pris congé en invoquant la fatigue. C'était un dîner magnifique. Encore félicitations, Delphine. Elle m'a serré dans ses bras une nouvelle fois. On se voit demain, d'accord? Viens avec nous à la banque. Je veux que tu sois présente quand on signera. J'ai souri. On verra, ma chérie. J'ai du travail en retard, mais je vous souhaite le meilleur. François m'a accompagnée jusqu'à la voiture. Maman, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais je vais te le rembourser avec intérêt. Je te le jure. Je l'ai regardé dans les yeux. Ses yeux qui me regardaient avec innocence quand il était enfant. Maintenant, je n'y voyais que de l'égoïsme déguisé en amour filial. François, on en parle demain, repose-toi. Je suis montée dans la voiture et ai démarré. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout sur le trottoir, me faisant signe de la main. Il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il me verrait comme sa sauveuse inconditionnelle. Je suis arrivée chez moi vers 23 heures. J'ai retiré mes chaussures, me suis servi un verre d'eau, me suis assise dans le salon dans l'obscurité. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste restée là dans le silence, ressentant un mélange étrange d'anticipation et de tristesse, car ce qui allait arriver demain ferait mal. Pas seulement à François, à moi aussi, même si c'était nécessaire, même si c'était juste, il restait mon fils, et une partie de moi souhaitait encore que les choses soient différentes. Je me suis couchée passé minuit. J'ai mis le réveil à 7 heures du matin, j'ai fermé les yeux sachant que lorsque le jour se lèverait, tout changerait. François et Delphine se réveilleraient heureux. Ils n'auraient probablement pas beaucoup dormi à cause de l'excitation. Ils se prépareraient pour aller à la banque, revérifieraient les papiers, appelleraient le conseiller immobilier, confirmeraient le rendez-vous. Tout parfaitement planifié, tout sur le point de leur exploser à la figure. Le téléphone a sonné à 8h15 du matin. J'étais encore au lit. J'ai regardé l'écran. François. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Allô. Ma voix était appropriément ensommeillée. Maman, bonjour. Pardon d'appeler si tôt, c'est qu'il faut que je te parle de l'affaire de l'appartement. Je me suis assise dans le lit. Dis-moi, mon fils. Il a respiré profondément. J'ai besoin que tu me transfères les 50 000 € aujourd'hui. Le rendez-vous à la banque est à 11 heures. Le conseiller immobilier attend déjà. Tout doit être prêt avant midi parce qu'il y a d'autres personnes intéressées par le même appartement. J'ai laissé passer un silence. François, de quel argent tu parles? Il y a eu une pause confuse de l'autre côté. De l'argent sur ton compte épargne, maman. Les 100 000 € que tu as de côté. J'ai besoin que tu m'en transfères la moitié aujourd'hui. Le reste, on pourra le gérer après avec le crédit que la banque m'a accordé, mais j'ai besoin de cet acompte maintenant. Ma voix est restée calme, neutre. François, je n'ai pas 100 000 € disponibles à transférer. Un autre silence, plus long. Comment ça? Maman, je sais que tu as cet argent. Tu l'as économisé pendant des années. Je me suis levée du lit. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'avais cet argent, François. Passé. Il y a 3 semaines, j'ai clôturé ce compte. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Quoi? Pourquoi? Où est l'argent maintenant? J'ai regardé dehors. Le ciel était dégagé. Belle journée. Il est dans des placements retraite, dans des comptes que je ne peux pas toucher sans d'énormes pénalités. Cet argent est pour ma vieillesse, pour quand je ne pourrai plus travailler. La voix de François a monté en volume.
Mais maman, je t'avais dit que j'avais besoin de cet argent. Je t'avais parlé de l'appartement. Tu savais à quel point c'était important. J'ai laissé échapper un soupir. François, tu ne m'as jamais demandé cet argent directement. Tu ne m'as jamais demandé si j'étais disposée à te le donner. Tu as simplement présumé qu'il serait disponible. Il a explosé de l'autre côté. Parce que tu as toujours été disponible. Tu nous as toujours aidés. Pourquoi tu changes les règles maintenant ? Son ton était un mélange de panique et de rage. Les règles n'ont pas changé, mon fils. Ce qui a changé, c'est que j'ai décidé de protéger mon avenir. J'ai décidé que mon argent m'appartient. François a crié de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Maman, j'ai signé des papiers. J'ai donné ma parole. Le conseiller immobilier attend l'argent. Delphine croit qu'on va avoir notre appartement. Comment je vais lui expliquer ça ? Sa voix se brisait entre la fureur et le désespoir. Je suis restée ferme. Chaque mot sortait mesuré, calme. François, c'est toi qui as créé cette situation. C'est toi qui as promis quelque chose que tu ne pouvais pas tenir. C'est toi qui as présumé que mon argent était le tien. Je ne t'ai jamais autorisé à utiliser mes économies. Jamais. Il y a eu un silence terrible. Puis j'ai entendu sa respiration saccadée. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je suis ton fils. Ton unique fils. Comment peux-tu être aussi égoïste ? Ce mot m'a frappé. Égoïste. Moi, la femme qui avait tout sacrifié pour lui pendant des décennies. François. Égoïste, c'est celui qui prend des décisions avec l'argent des autres sans demander. Égoïste, c'est celui qui tient pour acquis le sacrifice des autres. Égoïste, c'est celui qui n'a jamais remboursé un centime de tout ce qu'on lui a prêté. Il respirait de façon agitée. C'est différent. C'était important. C'était pour construire un avenir. J'ai fermé les yeux. Ton avenir ne peut pas se construire éternellement sur mon dos. Tu as 33 ans. Il est temps que tu soutiennes ta propre vie. La rage est revenue dans sa voix. Tu sais quoi ? Tu n'es qu'une vieille aigrie. Une vieille aigrie qui ne supporte pas de voir son fils heureux. Papa serait déçu de toi. Ces mots auraient dû me détruire. Il y a 1 mois, ils y seraient parvenus, mais maintenant je n'ai ressenti qu'un calme froid. Ton père m'a appris à avoir de la dignité, François. Et c'est exactement ce que je fais, prendre soin de moi-même. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Je suis restée debout près de la fenêtre, tenant le téléphone. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur, d'adrénaline, de libération. Je venais de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'avais dit non à mon fils au moment le plus important pour lui. Et même si ça faisait mal, ça semblait juste. Le téléphone a de nouveau sonné. François, encore. Je n'ai pas répondu. Il a sonné 4 fois de plus. J'ai ignoré chaque appel. Puis un message texte est arrivé. « S'il te plaît, maman, réponds. On peut arranger ça. Je t'en supplie. » Puis un autre. Delphine pleure. Elle est dévastée. « C'est ce que tu veux ?» J'ai éteint le téléphone. Je me suis habillée calmement. Pantalon confortable, chemisier simple. J'ai préparé du café, des tartines avec de la confiture. J'ai pris mon petit déjeuner en regardant par la fenêtre de la cuisine. La journée continuait d'être belle dehors. Des gens marchèrent dans la rue pour aller travailler. La vie continuait normalement pour tout le monde, sauf pour François et Delphine. Pour eux, cette journée serait inoubliable, mais pas de la manière qu'ils avaient prévu. À 10 heures du matin, j'ai rallumé le téléphone. Il y avait 17 appels manqués, 12 de François, 5 de Delphine et plusieurs messages. Je les ai tous lus. François passait de la supplication à la menace. « Si tu ne m'aides pas, je vais passer pour un menteur. Tout le monde va savoir que ma propre mère m'a abandonné. Je ne te pardonnerai jamais ça. » Les messages de Delphine étaient différents, plus doux, mais tout aussi manipulateurs. « Véronique, s'il te plaît, je sais que quelque chose t'a contrarié. On peut t'en parler. Ne fais pas souffrir François comme ça. Il t'aime tellement. » Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai appelé Estelle. Elle a répondu à la 2e sonnerie. C'est passé. Sa voix était tendue. C'est en train de se passer en ce moment même. François vient de se rendre compte que l'argent n'existe pas. Il est désespéré. Estelle a soupiré. « Comment tu te sens ?» Je suis restée pensive, étrangement tranquille. Triste aussi, mais surtout tranquille. Il y a eu une pause.
Véronique, ce que tu as fait a demandé un courage immense. La plupart des mères ne peuvent pas faire ce que tu viens de faire. J'ai souri sans humour. La plupart des mères n'ont pas des fils qui projettent de leur voler les économies de toute une vie. Estelle et moi avons parlé pendant une demi-heure. Elle m'a raconté qu'elle avait vécu quelque chose de similaire avec son frère il y a des années. La famille présume toujours qu'on doit donner, qu'on doit se sacrifier, mais personne ne demande ce qui se passe pour nous quand il ne reste plus rien à donner. Ces paroles ont résonné profondément. Nous avons raccroché avec la promesse de nous voir bientôt. Je suis restée assise dans mon salon à sentir le poids de cette journée. Je savais que le pire n'était pas encore arrivé. L'humiliation publique de François était encore à venir. À 11h15, on a sonné à ma porte. Je me suis approchée, j'ai regardé par le judas. François était dehors. Il avait le visage rouge, les yeux gonflés. Il a frappé la porte avec force. « Maman, ouvre. Je sais que tu es là. » J'ai reculé d'un pas. Je n'ai pas ouvert. Il a continué à frapper. « S'il te plaît, il faut que je te parle. » Je sors de la banque. C'était horrible. Le conseiller m'a traité comme de la merde. Il m'a humiliée devant Delphine. Sa voix se brisait. Je pouvais l'entendre sangloter entre les coups. Je me suis appuyée contre le mur. J'ai fermé les yeux. L'entendre pleurer comme ça me déchirait le cœur. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Parce que si j'ouvrais, si je cédais maintenant, tout redeviendrait comme avant. Il continuerait à me voir comme une ressource infinie et je continuerais à me vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. François a frappé pendant 10 minutes de plus, puis il s'est tu. J'ai entendu sa voix plus près de la porte. « Maman, s'il te plaît, parle-moi juste. Tu n'as pas besoin de me donner l'argent. Parle-moi juste, s'il te plaît. » Mais je n'ai toujours pas ouvert. Finalement, j'ai entendu ses pas s'éloigner, le moteur de sa voiture démarrer, les pneus crisser en démarrant. Je me suis approchée de la fenêtre, je l'ai vu s'éloigner en excès de vitesse. Quand il a disparu de ma vue, je me suis permis de respirer profondément. Les jambes me tremblaient. Je me suis assise dans le fauteuil avant qu'elle ne me lâche. Je n'ai pas pleuré, même si j'en avais envie. Les pleurs étaient là, coincés dans ma gorge, mais ils ne sortaient pas. Le téléphone a de nouveau sonné passé midi. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. « Allô ?» Une voix d'homme que je ne connaissais pas a parlé. « Madame Véronique, c'est Maître Martin Lambert. Je suis le conseiller immobilier qui gère la vente de l'appartement pour votre fils François. Je me suis raidi. Je vous écoute. » Il s'est raclé la gorge. « Voyez-vous, madame, votre fils est arrivé ce matin au rendez-vous très confiant. Il a amené son épouse. Ils avaient les papiers de réservation. Tout semblait en ordre, mais quand nous sommes allés à la banque pour confirmer le virement de la compte, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de fonds disponibles. J'ai gardé le silence. Le conseiller a poursuivi. Votre fils a mentionné que vous alliez faire le virement, qu'il y avait un malentendu familial. Il a essayé de convaincre le banquier d'attendre quelques jours. Mais, madame, il y a 3 autres familles intéressées par ce même appartement. Nous ne pouvons pas maintenir la réservation sans la compte. J'ai besoin de savoir si vous allez transférer cet argent ou non. J'ai respiré lentement. Maître Lambert, je n'ai jamais autorisé mon fils à utiliser mon nom ni mon argent pour cet achat. Il a agi de son propre chef. Je ne vais rien transférer. Il y a eu un silence gêné. Je comprends. Je suis désolée que cela se soit passé ainsi. Je vais devoir annuler la réservation alors. Et le dépôt que votre fils a versé initialement n'est pas remboursable. Ce sont 5 000 € qu'il perd. J'ai senti un coup à l'estomac. Quel dépôt? Le conseiller a eu l'air confus. Le dépôt de réservation. 5 000 € qu'on paie pour bloquer l'appartement. Votre fils l'a payé il y a 2 semaines avec une carte de crédit. Je ne le savais pas. J'ai fermé les yeux. Non, je ne le savais pas. Nous avons raccroché peu après. 5 000 €. François avait versé 5 000 € qu'il n'avait pas, probablement avec une nouvelle carte de crédit qu'il avait prise sans me le dire, ou pire, avec un emprunt quelconque. Et maintenant, ces 5 000 € étaient perdus. Plus la nourriture du traiteur de la veille, plus la robe de Delphine, plus tous les frais de la fête. François était probablement endetté jusqu'au cou, et tout cela parce qu'il avait présumé que je paierais l'addition finale. Le reste de la journée s'est écoulé dans un silence pesant. Je ne suis pas sortie de chez moi. J'ai un peu travaillé sur des rapports de clients, mais ma concentration était mauvaise. Toutes les quelques minutes, je vérifiais mon téléphone.
Encore des appels manqués, encore des messages. François écrivait de façon de plus en plus désespérée. « J'ai perdu 5 000 € par ta faute. » Delphine ne me parle plus. Elle s'est enfermée dans la chambre en pleurant. « J'espère que tu es contente de ruiner ma vie. » Les messages évoluaient de la supplication à la haine pure. « Tu es une mauvaise mère. Je ne t'ai jamais vraiment intéressée. J'aurais voulu que papa soit encore là pour voir ce que tu es devenu. » Chaque message faisait mal, mais confirmait aussi quelque chose que je savais déjà. François ne m'avait jamais vue comme une personne, seulement comme une fonction. La mère qui pourvoit, la mère qui résout, la mère qui existe pour faciliter sa vie. Et maintenant que cette fonction s'était arrêtée, je n'avais plus de valeur pour lui. Cette prise de conscience aurait dû me détruire. Au lieu de cela, elle m'a libérée. Parce qu'elle signifiait que ce qui viendrait ensuite n'était pas ma responsabilité. Il avait choisi ce chemin. Il avait pris des décisions terribles, et maintenant, il en affronterait les conséquences. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner simple, soupe de légumes, pain grillé. J'ai mangé seul dans la cuisine, comme je le faisais depuis des années, mais cette fois, je n'ai pas ressenti la solitude habituelle. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, cette fois de Delphine. « Véronique, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Ça ne peut pas finir comme ça. Je l'ai ignoré comme les autres. » J'ai terminé de dîner, fait la vaisselle, me suis préparé une tisane à la camomille et me suis assise devant la télévision. Une série que j'avais commencée des semaines auparavant, mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps de continuer. Je me suis concentré sur l'écran en bloquant tout le reste. À 22h, j'ai éteint la télévision, me suis préparé pour dormir. J'ai pris une longue douche en laissant l'eau chaude détendre mes muscles tendus. J'ai mis mon pyjama. J'ai vérifié que toutes les portes étaient bien fermées à clé. Je me suis couché et, étonnamment, je me suis endormi vite. Je n'ai rêvé de rien. Ce fut un sommeil profond et vide. Je me suis réveillé à 6h du matin en me sentant plus reposé que je ne l'avais été depuis des mois. Le mardi s'est levé couvert. J'ai préparé du café, des tartines à l'avocat. J'ai allumé mon téléphone en m'attendant à l'avalanche habituelle de messages, mais il n'y en avait que 2. Un d'Estelle qui demandait comment j'allais. Je lui ai répondu « Ça va ». L'autre était de François, envoyé à 3h du matin. « J'ai besoin de 5 000 €. J'ai des dettes à payer. Si je ne trouve pas cet argent, on va me poursuivre en justice. S'il te plaît, maman, c'est la dernière fois que je te demande quelque chose. » J'ai effacé le message sans répondre. J'ai travaillé toute la matinée depuis chez moi. J'avais une visioconférence avec un client à 9h. Ensuite, je devais réviser des bilans trimestriels. Je me suis concentré sur le travail en laissant les chiffres et les tableurs occuper mon esprit. C'était plus facile de penser aux actifs et passifs qu'à mon fils qui s'effondrait. À midi, on a sonné. J'ai regardé par le Judas. Delphine était dehors, seule. Elle portait des vêtements de sport, pas de maquillage. Les cheveux attachés en queue de cheval négligés. Elle avait l'air épuisée, dévastée. J'ai hésité quelques secondes. Puis j'ai ouvert la porte. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Véronique, merci d'ouvrir. Je pensais que tu ne le ferais pas. » Je me suis écartée. « Entre. » Nous sommes entrés dans le salon. Je lui ai offert de l'eau. Elle a accepté. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre. Le silence était dense. Finalement, elle a parlé. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. » J'ai bu une gorgée de mon eau. Delphine. « François t'a dit comment il comptait payer cet appartement. » Elle a acquiescé lentement. Il a dit qu'il avait des économies et que tu allais nous aider. J'ai posé mon verre sur la table. « Et tu n'as pas demandé combien? Tu n'as pas demandé d'où venait cet argent ?» Delphine a baissé le regard. Je lui ai fait confiance. J'ai pensé qu'il avait tout prévu. François dit toujours qu'il a tout sous contrôle. J'ai acquiescé lentement. C'est ça le problème, Delphine. François n'a jamais rien eu sous contrôle. Il a toujours dépendu de moi pour résoudre ses problèmes, et toi tu as permis que cette dynamique continue. Elle a relevé les yeux. Il y avait de la défense dans son regard. Mais tu l'as toujours aidé. Tu étais toujours là. Pourquoi tu as changé maintenant? Je me suis penchée en avant, parce que j'ai entendu François dire que mon argent était là à prendre la poussière, qu'il était temps de l'utiliser pour quelque chose qui comptait vraiment.
Il parlait de mes économies comme si elles lui appartenaient, sans me consulter, sans considérer que cet argent représente 35 ans de ma vie de travail. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Delphine est restée silencieuse, en train de digérer. Puis elle a parlé plus doucement. Je ne savais pas ça. François ne m'a jamais dit qu'il ne t'avait pas demandé. J'ai soupiré. Parce que François présume que je vais toujours dire oui. Il présume que mon but est de lui faciliter la vie. Il présume que je n'ai pas le droit de disposer de mon propre argent. Delphine a essuyé une larme. Véronique, je comprends que tu sois en colère, mais François est désespéré. Il a des dettes. Le traiteur de mon anniversaire a coûté 1 800 € et il l'a payé avec une carte de crédit. L'acompte de l'appartement, c'était 5 000, ma robe 500, les ballons et la décoration 300. Il a presque 8 000 € de dettes qu'il ne peut pas payer. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Et vous espérez que je paie ça aussi? Delphine a nié rapidement. Non. Enfin, je ne sais pas. François pensait qu'avec l'appartement tout s'arrangerait, que c'était un investissement, qu'on pourrait le revendre plus cher dans quelques années et se libérer de toutes les dettes. J'ai ri sans humour. Delphine, ce n'est pas un plan, c'est un fantasme. François a dépensé de l'argent qu'il n'avait pas sur une promesse qu'il ne pouvait pas tenir, et maintenant, il en subit les conséquences. Elle s'est mordu la lèvre. Il n'y a rien que tu puisses faire? Même un prêt? François dit qu'il te le rendra avec intérêt. Je me suis levée. Delphine. François m'a dit la même chose pendant 3 ans. Il ne m'a jamais rendu un centime. Pourquoi ce serait différent maintenant? Elle s'est levée aussi. Son ton est devenu plus pressant. Parce que maintenant c'est sérieux. Maintenant il a vraiment des problèmes. S'il ne paie pas ses cartes, son crédit sera ruiné. On ne pourra plus rien acheter à l'avenir, ni voiture, ni maison, rien. Je me suis dirigée vers la porte. Alors vous devrez vivre sans crédit pendant un moment, comme beaucoup de gens vivent, comme j'ai vécu pendant des années. Delphine m'a suivie. Véronique, s'il te plaît, pense à nous. On est une famille. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée. Famille ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître, Delphine. Famille signifie respect mutuel. Et François a perdu mon respect quand il a décidé de planifier sa vie avec mon argent sans me consulter. J'ai ouvert la porte. Je crois que tu devrais partir. Delphine est restée debout sur le seuil. Des larmes coulaient sur ses joues. Il t'aime, tu sais, à sa manière confuse et égoïste, mais il t'aime. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Je sais qu'il m'aime. Mais l'amour ne suffit pas quand il n'y a pas de respect. Elle est sortie lentement, s'est retournée avant d'arriver à l'escalier. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour nous? J'ai haussé les épaules. Vous allez devoir résoudre ça vous-même, en adulte. J'ai fermé la porte avant qu'elle puisse répondre. Je me suis appuyée contre la porte fermée. Les jambes me tremblaient. Ça avait été plus dur que je ne m'y attendais, voir Delphine ainsi, si perdue, si effrayée. Mais j'ai maintenu ma position, parce que céder maintenant serait retourner au même cercle vicieux. François devait toucher le fond. Il devait sentir le poids réel de ses décisions. C'était la seule façon pour lui d'apprendre. Le reste de la semaine s'est écoulé dans un silence relatif. François a arrêté d'appeler, arrêté d'écrire. Ce silence était pire que les messages pleins de rage, car il signifiait qu'il était vraiment en colère, ou pire, qu'il m'avait rayé de sa vie. Le jeudi après-midi, Estelle est venue me rendre visite. Elle a apporté du vin et de la cuisine chinoise. Nous avons dîné ensemble en parlant de tout sauf de François. C'était un soulagement. J'avais besoin de me rappeler que ma vie ne tournait pas uniquement autour de mon fils. Le vendredi, j'ai reçu un email de Maître Lambert. Il confirmait que la réservation de l'appartement avait été annulée, que l'acompte de 5 000 € avait été perdu, comme le stipulaient les termes du contrat, et que si François voulait réclamer quelque chose légalement, il pouvait essayer, mais il n'avait aucune base. J'ai enregistré l'email dans un dossier spécial. Des preuves de tout ce qui s'était passé. Au cas où. Le samedi, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis sortie me promener dans le parc toute seule, sans penser au travail, sans penser à François. J'ai juste marché en profitant de l'air frais et du soleil timide qui filtrait entre les nuages. Je me suis assise sur un banc. J'ai observé des familles qui jouaient, des couples qui se promenaient, des chiens, des gens qui vivaient leur vie normale. Et pour la première fois depuis longtemps,
J'ai senti que moi aussi je pouvais avoir ça. Une vie normale, une vie à moi. Quand je suis rentrée chez moi, une voiture était garée devant mon entrée. Je l'ai immédiatement reconnue. La voiture de François. Il était assis à l'intérieur. Quand il m'a vu arriver, il est sorti du véhicule. Il avait l'air terrible. Barbe de plusieurs jours, cernes profondes, vêtements froissés. Il a marché vers moi d'un pas incertain. « Maman, il faut qu'on parle. » Je suis restée debout près de ma voiture à le regarder. François avait les mains dans les poches, la posture voûtée. Il ne restait plus rien de cette assurance arrogante qu'il avait au dîner d'anniversaire. « Tu attends ici depuis combien de temps ?» ai-je demandé en gardant mes distances. Il a haussé les épaules. « Genre 2 heures. Je ne savais pas où tu étais. J'ai cru que tu ne reviendrais peut-être pas. » Je me suis dirigée vers la porte de ma maison. Il m'a suivi. « On peut parler à l'intérieur, s'il te plaît ?» J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer immédiatement. Je l'ai regardé fixement. « Tu viens encore m'insulter? Me dire que je suis une mauvaise mère? Que j'ai ruiné ta vie ?» François a baissé la tête. « Non, je viens pour parler vraiment, sans cri, sans reproche. » J'ai hésité encore quelques secondes, puis je me suis écartée. « Entre. » Il est passé en me frôlant à peine. Il sentait le café rance et la fatigue. Nous nous sommes assis dans le salon, lui dans le fauteuil individuel, moi sur le canapé, le même canapé où je l'avais tenu dans mes bras bébés, où je lui avais lu des histoires enfants, où nous avions partagé tant de soirées à regarder des films. François a parlé le premier. J'ai perdu mon travail. Les mots sont tombés comme des pierres. Quoi? Ma voix est sortie plus aiguë que prévu. Il a acquiescé sans me regarder. Mercredi, ils m'ont viré. Je suis arrivée en retard 3 jours de suite cette semaine. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai fait une erreur sur un envoi important. Le patron m'a convoqué dans son bureau et m'a dit que je ne servais plus à rien. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. « François !» Il a levé la main. « Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. Delphine m'a quitté. Enfin, pas officiellement, mais elle est partie chez sa sœur. Elle dit qu'elle a besoin d'espace pour réfléchir, que tout est allé trop vite, qu'elle ne sait pas si elle peut encore me faire confiance. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai 8 000 € de dette plus le loyer de l'appartement qui tombe dans 1 semaine. Ce sont 1 300 € que je n'ai pas. On va probablement m'expulser. Et tout ça s'est passé en moins d'1 semaine. Je suis restée silencieuse, digérant l'information. Une partie de moi voulait me lever et le prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien, résoudre ses problèmes comme toujours. Mais une autre partie, plus forte, est restée immobile. Et tu es venu ici en espérant que je règle tout ça. François m'a finalement regardé. Ses yeux étaient vitreux. Non, je suis venu parce que je n'ai personne d'autre à qui parler. Je suis venu parce que tu es ma mère et parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Ai-je demandé. Il s'est penché en avant, appuyant les coudes sur les genoux. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout a soudainement changé? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible pour que tu m'abandonnes comme ça? Le mot abandonner m'a frappé. François, je ne t'ai pas abandonné. J'ai posé des limites. Ce n'est pas la même chose. Il a secoué la tête. Non, tu savais que j'avais prévu cet appartement. Tu aurais pu me prévenir. Tu aurais pu me dire de ne pas compter sur ton argent. Mais tu m'as laissé m'écraser. Je me suis levée. J'avais besoin de bouger. Je t'ai entendu par hasard parler au téléphone. Je t'ai entendu dire à quelqu'un que mon argent était là à prendre la poussière, qu'il était temps de l'utiliser pour quelque chose d'important. Tu n'as pas demandé, tu ne m'as pas considéré, tu as simplement présumé. François s'est passé les mains dans les cheveux. C'était une façon de parler. Je ne le disais pas littéralement. Je me suis retournée pour lui faire face. Non? Alors explique-moi comment tu comptais payer cet appartement sans mon argent. Silence. Long et pesant. Finalement, il a parlé plus bas. Je pensais que quand tu verrais comme Delphine était heureuse, quand tu verrais à quel point c'était important pour moi, tu dirais oui. Tu as toujours dit oui. Je me suis rassise. Exactement. J'ai toujours dit oui. Et qu'est-ce que j'ai reçu en échange? Des dettes impayées, des promesses non tenues. Être tenues pour acquises. François, j'ai 60 ans. J'ai travaillé toute ma vie. Cet argent est ma sécurité.
C'est ce qui va me faire vivre quand je ne pourrai plus travailler. Et toi, tu voulais le prendre comme si c'était le tien. » Il respirait de façon agitée. « J'allais te le rendre avec le temps. » J'ai secoué la tête. « Non, François, tu n'allais pas me le rendre, parce que tu n'as jamais rien rendu. Il y a 3 ans, j'ai financé ton mariage avec la promesse que tu me rembourserais en 6 mois. Je n'ai jamais revu un centime. Pendant 2 ans, tu as utilisé mes cartes de crédit pour des urgences qui n'en étaient jamais. Restaurants chers, vêtements de marque, voyages. Et j'ai toujours gardé le silence parce que j'avais peur. « Peur de quoi ?» a-t-il demandé dans un murmure. « Peur de te perdre. Peur que si je disais non, tu t'éloignes de moi. Parce que tu es tout ce qui me reste de famille. Ton père est mort, mes parents aussi. Je n'ai ni frère ni sœur, je n'ai que toi. Et toi, tu as utilisé cette peur contre moi, peut-être sans t'en rendre compte. Mais tu l'as fait. » Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. « Je n'ai jamais voulu te faire sentir comme ça. » Je me suis rapprochée et me suis assise à côté de lui. Je ne l'ai pas touché, mais j'étais plus près. Je le sais, mais tu l'as fait. Et il est arrivé un moment où j'ai dû choisir entre continuer à être ta ressource infinie ou être une personne avec sa propre dignité. François s'est couvert le visage de ses mains. « Je ne sais pas quoi faire, maman. Je suis complètement perdue. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti mon cœur s'adoucir un peu. François, regarde-moi. » Il a baissé les mains. « Tu vas t'en sortir. Mais tu vas t'en sortir tout seul. Tu vas chercher un autre travail. Tu vas faire un plan de remboursement pour tes dettes. Tu vas parler honnêtement avec Delphine. Tu vas affronter les conséquences de tes décisions, et tu vas le faire sans mon argent. Et si je n'y arrive pas ?» Sa voix était petite, comme celle d'un enfant. « Alors tu vas apprendre ce que ça fait vraiment de toucher le fond. Et tu vas découvrir que tu es plus fort que tu ne le crois. Parce que tu es mon fils, et que je t'ai élevé pour être résilient, même si ça ne se voit pas maintenant. » Nous sommes restés assis en silence pendant de longues minutes. Finalement, François a parlé. « J'ai besoin de te demander pardon. » Je l'ai regardé, surprise. Pour tout. Pour t'avoir tenue pour acquise, pour avoir utilisé tes cartes sans contrôle, pour avoir prévu de disposer de ton argent sans te demander, pour t'avoir traité d'égoïste et de mauvaise mère, pour tout. J'ai acquiescé lentement. J'accepte tes excuses. Mais les excuses ne suffisent pas. J'ai besoin de voir un changement réel. Tu vas m'aider avec quelque chose ? Même juste le loyer de ce mois ? A-t-il demandé avec espoir dans la voix. J'ai secoué la tête. Non. Si je t'aide maintenant, tu n'apprendras rien. Demande à un ami, demande un délai au propriétaire, vends quelque chose, mais débrouille-toi toi-même. J'ai vu la douleur dans ses yeux, le désespoir, mais j'ai maintenu ma position. Il s'est levé lentement. D'accord, je comprends. Il s'est dirigé vers la porte. Je l'ai suivi. Avant de sortir, il s'est retourné. Je peux venir te voir ? Pas pour demander de l'argent, juste pour parler. J'ai considéré la question. Quand tu seras prêt à avoir une relation d'adulte à adulte, quand tu arrêteras de me voir comme une banque et que tu commenceras à me voir comme une personne, alors oui, il a acquiescé. Je vais travailler là-dessus. Il est sorti en fermant doucement la porte derrière lui. Je l'ai regardé depuis la fenêtre monter dans sa voiture. Il est resté assis à l'intérieur plusieurs minutes avant de démarrer, probablement en train de pleurer. Quand il a disparu de ma vue, je me suis laissé tomber sur le canapé. J'ai pleuré pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. J'ai pleuré pour mon fils perdu, pour la relation abîmée, pour les années que j'avais passées à me sacrifier en croyant que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai pleuré jusqu'à me vider, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Puis, je me suis lavé le visage, me suis préparé une tisane et me suis assise pour réfléchir à ce qui allait suivre. Les jours suivants ont été plus calmes. François n'a pas appelé, n'a pas écrit. Estelle est revenue me voir. Elle m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait, que c'était la chose la plus courageuse qu'elle avait vue une mère faire. La plupart abandonnent, a-t-elle dit. Elle continue à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Toi, tu t'es arrêté à temps. Ces mots m'ont donné de la force. Le mercredi suivant, j'ai reçu un message de Delphine. « Véronique, je sais que tout est compliqué, mais je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. François m'a dit la vérité. Comment il ne t'a jamais demandé pour l'argent? Comment il a tout supposé?
Je suis en train de digérer beaucoup de choses, mais je voulais que tu saches que je ne te blâme pas. J'ai simplement répondu « Merci Delphine, prends soin de toi ». François a trouvé un travail temporaire dans un entrepôt. Le salaire était inférieur à ce qu'il gagnait avant, mais c'était quelque chose. Je l'ai appris par une publication qu'il a faite sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas commenté, j'ai juste mis un like. Petit pas. C'était ce dont il avait besoin. Petit pas vers devenir un homme responsable. 3 semaines ont passé sans contact direct avec François. Je continuais ma routine normale. Je travaillais, servais mes clients, sortais me promener les après-midi. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette nouvelle normalité. Une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années, comme si je m'étais débarrassée d'un poids invisible que je portais depuis si longtemps que je ne le remarquais même plus. Estelle l'a mentionné un après-midi alors que nous prenions un café. « Tu as l'air différente, plus reposée, plus toi-même. » J'ai souri. Je me sens différente. Comme si je pouvais enfin respirer profondément. Un jeudi après-midi, on a sonné. J'ai regardé par le Judas en m'attendant à voir un livreur. C'était François, mais il avait l'air différent. Rasé, les cheveux coupés, des vêtements propres bien que simples. J'ai ouvert la porte lentement. « Salut, maman. » Sa voix était douce, sans exigence. « Salut, mon fils. Qu'est-ce que tu fais là ?» Il a levé un sac en plastique. « J'ai apporté des pains au chocolat de cette boulangerie que tu aimes. J'ai pensé qu'on pourrait prendre un café ensemble si tu as le temps. » J'ai hésité seulement une seconde. Puis je me suis écartée. « Entre. » Nous sommes entrés. J'ai préparé le café pendant qu'il m'attendait dans le salon sans toucher à rien, sans inspecter, juste assis tranquillement. Je lui ai servi dans sa tasse préférée, celle qui avait un dessin de montagne qu'il m'avait lui-même offerte des années auparavant. Nous nous sommes assis. J'ai goûté une viennoiserie. Elle était fraîche. « Merci pour ça, » ai-je dit. Il a acquiescé. De rien. Le silence s'est étendu, mais il n'était pas inconfortable. Finalement, François a parlé. « Je voulais te raconter comment les choses avancent, si tu veux bien entendre. » J'ai acquiescé. « Raconte-moi. » Il a pris une profonde inspiration. J'ai eu le travail à l'entrepôt. Ce n'est pas grand-chose. Je porte des cartons, j'organise l'inventaire, je gagne presque moitié moins qu'avant, mais c'est un travail honnête. Il a bu une gorgée de café. J'ai parlé au créancier des cartes. J'ai fait un plan de remboursement. Je vais mettre 2 ans à sortir des dettes, mais c'est possible. C'est bien, ai-je dit sincèrement. Il a poursuivi. J'ai vendu ma voiture. Elle était trop chère à entretenir. J'en ai acheté une d'occasion plus simple. Ça m'a permis de payer 3 mois de loyer d'avance. Le propriétaire a accepté de me donner une autre chance. J'ai été agréablement surprise. Ce sont des décisions matures, François. Il a souri timidement. J'apprends. Tard, mais j'apprends. Il y a eu une autre pause, puis il a ajouté quelque chose. Delphine et moi sommes en thérapie de couple. Elle a accepté de revenir, mais avec des conditions. Elle veut qu'on travaille sur la communication, sur l'honnêteté, sur construire quelque chose de réel et non des fantasmes. J'ai ressenti du soulagement. Je suis contente d'entendre ça. Comment tu te sens avec la thérapie ? François a haussé les épaules. Inconfortable, douloureuse. Le thérapeute me pose des questions difficiles sur pourquoi j'attendais toujours que les autres résolvent mes problèmes, sur ma relation avec toi, sur comment je voyais l'argent. Et qu'est-ce que tu as découvert ? Ai-je demandé avec une curiosité sincère. Il a regardé sa tasse. Que je n'ai jamais vraiment grandi. Que je continuais à attendre que tu sois maman banque, maman résolution de problèmes. Que je ne t'ai jamais vue comme une personne séparée de moi, comme quelqu'un avec ses propres besoins, ses propres rêves, avec le droit de dire non. Ces paroles m'ont ému. C'est très profond, François. Il a levé les yeux. Le thérapeute m'a posé une question il y a 2 séances qui m'a démoli. Il m'a demandé « C'était quand, la dernière fois que tu as demandé à ta mère ce qu'elle voulait ? Pas ce qu'elle pouvait te donner, pas ce dont tu avais besoin d'elle, mais ce qu'elle voulait pour sa vie. » François s'est rapidement essuyé les yeux. Je n'ai pas pu répondre, parce que je ne te l'ai jamais demandé une seule fois. J'ai senti un nœud dans ma gorge. « François ?» Il a secoué la tête. « Non, laisse-moi finir. Ça fait 33 ans que je suis ton fils, et je ne sais pas ce que tu veux pour ta vie. Je ne sais pas quel rêve tu as sacrifié pour m'élever seul.
Je ne sais pas ce que tu aurais fait différemment si tu avais eu le choix. Et c'est terrible. Ça fait de moi un fils horrible. Je me suis rapprochée et lui ai pris la main. Tu n'es pas horrible. Tu as été égoïste, immature, mais pas horrible. Et le fait que tu sois là à reconnaître tout ça, c'est déjà un pas énorme. Il a serré ma main. Alors, laisse-moi te poser la question maintenant. Maman, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Personne ne m'avait posé cette question depuis des décennies. Je suis restée pensive. Je veux voyager. J'ai toujours voulu connaître l'Europe, l'Italie en particulier. Voir l'art, l'architecture, manger de la vraie cuisine italienne. François écoutait attentivement. J'ai continué. Je veux prendre des cours de peinture. Quand j'étais jeune, j'adorais dessiner, mais j'ai arrêté parce que ce n'était pas pratique. Je veux prendre ma retraite dans quelques années sans me soucier d'argent. Je veux avoir des amis avec qui sortir danser de temps en temps. Je veux lire tous les livres que j'ai repoussés. Je veux faire la grasse matinée le dimanche sans culpabiliser. Et pourquoi tu n'as rien fait de tout ça? A-t-il demandé. Parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent. J'étais toujours en train de m'occuper de quelqu'un d'autre, de toi, de tes besoins, de tes crises. Il a acquiescé lentement. Et je t'ai laissé faire. Je ne t'ai jamais encouragé à faire quelque chose pour toi. J'ai souri tristement. Ce n'était pas ta responsabilité de m'encourager, c'était ma responsabilité de me choisir moi-même. Mais oui, ça aurait été bien que tu demandes de temps en temps. François est resté silencieux plusieurs minutes, puis il a parlé. Je vais faire quelque chose. Je ne sais pas quand exactement parce qu'en ce moment je suis fauchée. Mais un jour, quand je pourrai, je vais t'offrir un voyage en Italie. Pas avec de l'argent imaginaire, avec de l'argent réel que j'aurai gagné et économisé. Et je ne veux pas que tu refuses. Je l'ai regardé, surprise. François, il a levé la main. S'il te plaît, laisse-moi faire ça quand je pourrai. Comme une façon de commencer à te rendre tout ce que tu m'as donné. J'ai acquiescé, les larmes aux yeux. D'accord. Mais seulement quand tu pourras vraiment, sans t'endetter, sans sacrifier ta stabilité. Il a souri. Marché conclu. Nous avons fini le café en parlant de choses plus légères. Il m'a parlé de son travail, d'un collègue marrant qu'il avait, de comment il apprenait à cuisiner parce qu'il ne pouvait plus se payer de plats à emporter. Hier, j'ai fait du riz au poulet. C'était juste mangeable, mais mangeable. J'ai ri sincèrement. C'est un progrès. Quand nous avons terminé, il a aidé à laver les tasses. Petit geste, mais significatif. Avant, il laissait toujours tout pour que je nettoie. « Maman, je peux revenir ?»« La semaine prochaine, peut-être. Juste pour discuter. » J'ai acquiescé. J'aimerais bien. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Avant de sortir, il m'a serré dans ses bras. Une longue étreinte, serrée. Je t'aime et je suis désolée pour tout. Je lui ai rendu son étreinte. Je t'aime aussi. Je l'ai regardé s'éloigner dans sa nouvelle voiture, d'occasion, mais fonctionnelle. C'était un début. Tout n'était pas résolu. Probablement que ça ne le serait jamais complètement, mais c'était un début. François affrontait les conséquences. Il faisait des changements réels. Et moi, j'apprenais à maintenir fermement mes limites sans ressentir de culpabilité. Ce soir-là, j'ai appelé Estelle. François est venu aujourd'hui. Je lui ai raconté toute la conversation. Elle a écouté en silence. Quand j'ai terminé, elle a dit « Véronique, je crois que ce que tu as fait a fonctionné. Pas de la manière que tu attendais peut-être, mais ça a fonctionné. Tu l'as réveillé. » J'ai souri de l'autre côté du téléphone. J'espère, vraiment j'espère. Les jours suivants, je les ai consacrés à moi-même. J'ai fait des recherches sur des cours de peinture. J'ai trouvé un atelier près de chez moi qui se réunissait les samedis matins. Je me suis inscrite. J'ai aussi commencé à regarder des forfaits voyage pour l'Italie. Pas pour acheter tout de suite, juste pour rêver, pour visualiser, pour me rappeler que ces rêves étaient valides, que j'étais valide. Le samedi, je suis allée à mon premier cours de peinture. Nous étions 8 personnes, toutes de plus de 50 ans. Le professeur était un homme aimable, d'environ 65 ans, qui avait été artiste professionnel. « Il n'est jamais trop tard pour créer », a-t-il dit lors de la première séance. Nous avons peint des fruits ce jour-là. Ma pomme avait l'air bizarre, difforme, mais elle était à moi. Je l'avais créée. Je suis rentrée à la maison avec la toile sous le bras, me sentant ridiculement fière.
François a tenu parole. Il venait me voir chaque semaine. Parfois, il apportait des viennoiseries, d'autres fois, juste du café. Nous parlions de tout et de rien, de ses progrès en thérapie, de mes cours de peinture, de comment Delphine envisageait de reprendre des études, de films, de livres, de la vie. Et lentement, très lentement, nous reconstruisions quelque chose. Pas ce que nous avions avant. C'était irréparablement cassé. Mais quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, quelque chose basé sur le respect mutuel. Un jour, François m'a montré des photos de son appartement. Il avait vendu des meubles chers qu'ils avaient achetés à crédit, les remplaçant par des choses simples d'occasion. Ça a l'air bien, lui ai-je dit honnêtement. Ça ressemble à un vrai foyer, pas à un catalogue de décoration. Il a acquiescé. Exactement. C'est ce que Delphine a dit aussi, qu'avant on vivait dans un fantasme. Maintenant on vit dans notre réalité. 6 mois après cette fameuse soirée d'anniversaire, ma vie avait changé de manière que je n'aurais jamais imaginée. Pas de façon dramatique, pas avec de grands événements, mais avec de petits changements constants qui se sont accumulés jusqu'à devenir quelque chose de significatif. Je continuais à travailler comme comptable, mais j'avais réduit ma charge de clients. Je n'acceptais que les projets qui m'intéressaient vraiment, ceux qui payaient bien, ceux qui ne drainaient pas mon énergie. Le reste de mon temps, je le consacrais à moi. Les cours de peinture étaient devenus mon refuge hebdomadaire. J'avais considérablement progressé. Je ne peignais plus seulement des fruits difformes. Maintenant, j'expérimentais avec des paysages, des portraits, des couleurs que j'avais peur d'utiliser avant. Le professeur m'avait dit récemment « Véronique, vous avez un talent naturel. Vous devriez envisager d'exposer à la galerie communautaire. » L'idée me terrifiait et m'excitait en même temps, mais j'y réfléchissais. François avait complété 4 mois à son travail d'entrepôt. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. Il m'a raconté que son chef lui avait proposé un poste de superviseur avec une petite augmentation de salaire. « C'est seulement 200 € de plus par mois », m'a-t-il dit lors d'une de ses visites. Mais c'est quelque chose. C'est un progrès. J'étais sincèrement fière. C'est beaucoup, François. Ça signifie qu'ils te font confiance, qu'ils voient tes efforts. Delphine était officiellement revenue avec lui après 3 mois de thérapie intensive, mais sous de nouvelles règles. Elle avait repris les études. Elle suivait des cours de gestion le soir. Elle voulait ouvrir sa propre affaire un jour. « Je ne veux plus dépendre de personne », m'a-t-elle dit un après-midi quand elle est venue me voir seule. « Je veux pouvoir me soutenir par moi-même. Comme toi. » Ces mots m'ont profondément touchée. Un dimanche, François et Delphine m'ont invité à déjeuner chez eux. Rien d'élégant, juste de la cuisine maison qu'ils avaient préparée eux-mêmes. Du poulet rôti aux légumes, du riz blanc, une salade simple. Mais tout fait avec leurs propres efforts. Il n'y avait pas de traiteur coûteux, pas de prétention. Juste 3 personnes partageant un repas honnête. Pendant le déjeuner, Delphine m'a pris la main. « Véronique, je veux te demander pardon. » Je l'ai regardée, surprise. « Pourquoi ?» Elle a pris une profonde inspiration. « Pour avoir été complice, pour avoir permis que François abuse de ta générosité, pour avoir profité des avantages sans questionner d'où ils venaient, pour avoir supposé que c'était normal qu'une belle-mère finance la vie de son fils adulte. » Ses yeux se sont embués. Je viens aussi d'une famille où les mères se sacrifient pour les enfants, où ça passe pour de l'amour. Mais maintenant, je comprends que ce n'est pas de l'amour. C'est de la codépendance déguisée. J'ai serré sa main. Delphine, nous étions tous pris dans des schémas appris. Moi aussi. J'ai appris à François à s'attendre à ce que je dise toujours oui. J'ai créé ce monstre sans m'en rendre compte. François est intervenu. Tu n'étais pas un monstre, maman. Tu étais une mère aimante. C'est moi qui ai abusé de cet amour. Je l'ai regardé avec tendresse. Nous avons tous les deux une part de responsabilité. Mais l'important, c'est que nous sommes tous en train d'apprendre. Après le déjeuner, François a sorti une enveloppe. « J'ai quelque chose pour toi. » Je l'ai ouverte avec curiosité. À l'intérieur, il y avait un chèque de 500 €. J'ai regardé François, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a souri timidement. « C'est le premier versement des 3 000 € que je te dois pour le mariage. Ce sont des économies de ces 4 mois. Ce n'est pas beaucoup et ça va me prendre des années pour tout te rembourser, mais je veux le faire. J'ai besoin de le faire. » Les larmes ont coulé sur mes joues. Pas pour l'argent,
mais pour ce qu'il représentait. François tenait une promesse vieille de 3 ans. Il prenait une vraie responsabilité. « François, tu n'as pas besoin de… » Il a secoué la tête. « Si, j'ai besoin de le faire. Pour moi, pour toi, pour notre relation. » J'ai accepté le chèque avec des mains tremblantes. « Merci, mon fils. » Nous nous sommes embrassés. Une vraie étreinte, sans attente cachée, sans manipulation. Juste de l'affection sincère. Ce soir-là, chez moi, j'ai rangé le chèque dans un tiroir spécial. Je n'allais pas l'encaisser tout de suite. Je le garderai comme rappel que le changement était possible, que les gens pouvaient grandir, que j'avais fait ce qu'il fallait, même si ça avait été la chose la plus difficile que j'avais faite de ma vie. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était de Maître Lambert, le conseiller immobilier. « Madame Véronique, j'espère ne pas vous déranger. Je voulais juste vous informer de quelque chose de curieux. » Je me suis assise, me préparant à tout. « Je vous écoute. » Il a poursuivi. « Votre fils François est venu me voir la semaine dernière. Il m'a payé les 5 000 € de la compte perdue. Il a dit que ce n'était pas juste que l'agence immobilière perde cet argent à cause de son irresponsabilité, que c'était son erreur et qu'il voulait la réparer. Je suis restée sans voix. 5 000 €. François avait payé 5 000 € qu'il n'avait légalement aucune obligation de payer. Comment a-t-il trouvé cet argent ? Ai-je demandé. Le conseiller a répondu. Il a dit qu'il avait vendu des choses, qu'il avait économisé pendant des mois, qu'il faisait des heures supplémentaires les week-ends. Madame, votre fils a changé. Je voulais que vous le sachiez. J'ai remercié pour l'appel, raccroché et suis restée assise à digérer l'information. Quand François est venu cette semaine-là, je lui ai demandé directement « Tu as payé les 5 000 € à l'agence immobilière ?» Il a acquiescé, embarrassé. « Oui. J'ai vendu mon ordinateur gamer, des jeux de collection que j'avais. J'ai travaillé en double service pendant 3 mois. J'ai économisé chaque centime supplémentaire. Je ne voulais pas que cette dette reste là. C'était ma responsabilité. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je suis tellement fière de toi. » J'ai senti son corps se détendre contre le mien. « Merci, maman. Ça représente tout pour moi. » D'autres mois ont passé. La vie a trouvé un nouveau rythme. François progressait dans son travail. Delphine avançait dans ses études. Moi, je continuais à peindre, à travailler, à construire une vie qui était véritablement à moi. J'avais ouvert un compte d'épargne spécifique pour mon voyage en Italie. J'y déposais un peu chaque mois. Ce n'était pas beaucoup, mais ça grandissait régulièrement. J'avais calculé que dans 2 ans, je pourrais faire ce voyage. Seul, pour moi, par moi-même. Un après-midi, j'étais à mon cours de peinture quand j'ai reçu un message de François. « Maman, tu es libre ce samedi ? Delphine et moi voulons t'inviter à dîner. On a des nouvelles. » J'ai répondu que oui. Le samedi, je suis arrivée à leur appartement avec une bouteille de vin modeste. Ils avaient préparé des pâtes maison, rien d'élégant, mais fait avec amour. Pendant le dîner, François et Delphine se sont regardés. Puis il a parlé. « Maman, on veut te dire quelque chose d'important. » Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qui se passe ? Delphine a souri. Je suis enceinte de 3 mois. Le monde s'est arrêté une seconde, puis a explosé de joie. C'est vrai ? Je vais être grand-mère ? Ils ont acquiescé, émus. Je me suis levée pour les embrasser. J'ai pleuré de bonheur. Un bébé, une nouvelle vie, une nouvelle chance pour tous. Mais ensuite, François a ajouté quelque chose. « Maman, on veut te dire quelque chose clairement dès maintenant. On n'attend pas que tu gardes le bébé. On n'attend pas d'aide financière. On n'attend pas que tu sacrifies à nouveau ta vie. On veut que tu sois grand-mère, pas nounou, pas pourvoyeuse. Juste grand-mère. Quelqu'un qui profite de son petit enfant sans responsabilité qui ne te revienne pas. » Ces mots m'ont ému jusqu'à l'âme. « Vous êtes sûre ? » ai-je demandé. Delphine a acquiescé. « Complètement. On va embaucher une crèche quand je reprendrai le travail. On va s'organiser nous-mêmes. On veut que tu viennes nous voir quand tu veux, que tu gâtes le bébé, que tu le pourrisses un peu si tu veux, mais sans obligation, sans attente, au-delà d'être la grand-mère aimante qu'on sait que tu es. » Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi le cœur plein. Pas seulement parce que j'allais être grand-mère, mais parce que François et Delphine avaient appris. Ils avaient compris. Ils avaient grandi. La crise de l'appartement, la douleur, la séparation temporaire,
Tout avait servi à quelque chose. Ça les avait réveillés. Et même si le chemin avait été brutal, le résultat valait chaque larme. Des mois plus tard est né mon petit-fils, un beau bébé qu'ils ont appelé Henri, comme son grand-père. J'étais à l'hôpital, j'ai tenu ce bébé avec un amour infini. Mais quand je suis partie ce soir-là, je suis rentrée chez moi, dans ma vie, sans ressentir de culpabilité, sans sentir que je devais rester. François et Delphine ont tout géré seuls. Les nuits blanches, les couches, l'allaitement, tout. Et ils s'en sont bien sortis. Moi, je rendais visite 2 fois par semaine. Je jouais avec Henri, je le berçais, je lui chantais des chansons, mais ensuite je m'en allais. Et cette distance saine nous a permis à tous de nous épanouir. François est devenu un père présent. Delphine une mère forte. Et moi, j'ai enfin pu être simplement Véronique. Une femme de 62 ans, avec ses propres rêves, sa propre vie, son propre avenir. 1 an après la naissance d'Henri, j'ai acheté les billets pour l'Italie. 2 semaines complètes. Rome, Florence, Venise. J'y allais seule et je n'avais pas peur. François m'a accompagnée à l'aéroport, m'a serré fort dans ses bras. Profite de chaque seconde, maman. Tu le mérites. Je suis montée dans l'avion avec un sourire, parce que j'avais enfin compris quelque chose de fondamental. Aimer ne signifie pas disparaître. Aimer signifie établir des limites saines. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de dire non. L'Italie a été tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. J'ai marché dans des rues anciennes, mangé des pâtes authentiques, vu de l'art qui m'a fait pleurer. Et chaque soir, avant de m'endormir, je rendais grâce. Je rendais grâce d'avoir eu le courage de retirer cet argent, de bloquer ces cartes, de dire ça suffit. Parce que cet acte d'amour envers moi-même ne m'a pas seulement sauvée, il a aussi sauvé François. Ça lui a donné l'opportunité de grandir, de devenir l'homme qu'il avait toujours pu être, mais qu'il n'avait jamais eu besoin d'être tant que j'étais là pour le sauver. Je suis revenue d'Italie renouvelée, avec des peintures mentales que j'ai finalement transposées sur des toiles, avec des histoires à raconter, avec une version de moi-même que je reconnaissais et respectais enfin. Et quand François est venu me chercher à l'aéroport avec Henri dans les bras, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Parfois, le plus grand amour, c'est de lâcher prise, c'est de laisser tomber, c'est de faire confiance au fait que la personne qu'on aime est assez forte pour se relever seule. Et François l'était, parce qu'il l'avait toujours été.